Toi, je sais que tu es l'experte au niveau des chiffres. Dans la société en tout cas, ouais. Ok. C'est quoi le pourcentage de personnes qui passent par un courtier? 40 à 45% de parts de marché qui passent par le courtage. Peut-être que ça peut évoluer un petit peu d'une année sur l'autre, mais c'est vraiment un pourcentage qui n'a fait qu'augmenter depuis la réglementation du courtage en 2013. Donc en fait, le métier s'est vraiment professionnalisé à partir de cette date et ça a fait vraiment augmenter les compétences, augmenter les qualités de service dans tous les cabinets et on voit vraiment que les gens ont confiance et du coup trouvent vraiment un service qui est différent, qui s'améliore en plus chaque année. Et donc cette part de marché devrait continuer à augmenter sur les prochaines années. Moi, je m'en fous du courtier. En tant que particulier ? En tant que particulier. Et je me dis, je le squeeze et c'est moi qui vais aller démarcher toutes les banques. Alors oui, bien sûr, avant les courtiers en fait, et puis il y a encore une majorité de gens qui travaillent directement avec leur banque, donc ça c'est tout à fait possible, mais comme tu peux faire toi-même ta maison, tu peux te défendre toi-même devant un tribunal, en fait, en prenant du temps, en se formant sur toutes les notions, etc., tu peux réaliser toi-même les choses, mais par contre, tu n'auras pas la même expérience qu'un professionnel, d'être sûr de comprendre ce que te dit ton banquier, d'être sûr de ne pas louper d'informations, de pouvoir gérer les délais, etc. Mais si tu as envie de passer tout ce temps-là pour faire ton prêt, bien sûr, tu peux faire ton prêt immobilier toi-même. Ça va bien se passer, et il y a plein de cas, heureusement, où ça se passe super bien et il n'y a pas besoin d'un intermédiaire. Mais par contre, tu ne le sais pas à l'avance si ça va bien se passer ou pas. Et nous, en fait, on est là pour anticiper tout. Donc en fait, on va vraiment préparer le projet en amont et on va enlever tous les problèmes de délai, tous les problèmes d'assurance, tous les problèmes du montage financier, tous les problèmes réglementaires sur le dossier, la complétude du dossier. Donc en fait, tu t'assures d'avoir un dossier qui va être suivi par un professionnel et qui a 100% de chances d'aboutir. Alors 100%, 99,99. Mais en gros, on va enlever tous les aléas qui pourraient faire que ton dossier se passe mal. Si tu devais décrire AC Financement en 3 mots. Le mot, je trouve, qui nous caractérise le plus, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a, même je vais garder que ce mot-là, quand un client, un prospect vient nous voir, si on lui dit « Ok, le projet, là comme ça on peut le faire », on sait qu'on va s'assurer que tout va bien se passer et qu'il va aller jusqu'au bout. Si on dit oui, c'est que c'est un vrai oui et on va tout faire pour que le projet aboutisse. Et de la même façon qu'on connaît exactement les limites de ce qui n'est pas possible. Donc s'il y a des freins où on va dire non, ça va être des noms même qui peuvent être ponctuels parce qu'on va aider les gens à travailler sur les points qui sont plus faibles sur leur dossier pour que si c'est un non aujourd'hui, ça soit un oui dans 6 mois ou dans 1 an. C'est vraiment cool. Et quand c'est ces projets-là qui arrivent, ça apporte beaucoup de fierté parce que ça a donné encore plus de sens que comparer des taux. On est d'accord que bien sûr, la négociation comparée de taux, c'est le cœur de notre métier, mais c'est pas ce qui nous fait vibrer au quotidien. C'est pas le truc galvanisant. Le truc galvanisant, c'est de pouvoir apporter un projet fini à tes clients, quoi. Exactement. Et il y a des gens qui viennent chercher un courtier pour un taux. Et ils nous remercient parce qu'on a été là en fait et qu'ils se sont sentis en confiance parce que c'est vraiment un moment des achats immobiliers, on n'en fait pas tous les jours et d'ailleurs un prêt immobilier en coût total ça peut coûter 150 000 euros, donc c'est pas tous les jours qu'on fait un achat à 150 000 euros. La maison coûte cher mais le prêt immobilier en coûte autant. Donc c'est hyper important de se poser avec un professionnel et de se dire je vais pas me louper, quoi. Les primo-accédants, je pense que c'est un gros marché aussi chez vous, quoi. Ouais, c'est une grosse part de nos clients parce que c'est vraiment là où tu n'as jamais fait l'expérience de faire un prêt immobilier. Mais on voit aussi beaucoup de deuxième achats ou peut-être qui sont déjà passés par un courtier la première fois ou qui sont passés directement par leur banque et puis leur conseiller bancaire c'est plus le même. Donc ils ont moins confiance, ils n'ont pas le dialogue qui s'est installé et du coup ils veulent quand même passer par les professionnels. Comment vous faites dans cette masse de courtiers ? À part le bouche à oreille, il y a quoi qui pourrait vous différencier vraiment ? Après, sur un prix, sur quelque chose ou pas forcément ? Alors non, sur le prix non, parce que globalement le coût du courtage c'est un petit peu standardisé. Okay. Il y a quelques années, il y avait des courtiers gratuits, des courtiers pas gratuits, justement parce qu'il y avait des rémunérations bancaires qui étaient plus importantes. Aujourd'hui, il y a toujours une rémunération bancaire qui peut exister, mais ça représente entre 20 et 25% du chiffre d'affaires total d'un courtier. Donc c'est vraiment pas ça qui fait vivre le courtier. Donc c'est quand même, on est rémunéré par nos clients, mais ces frais sont inclus dans le demande de financement, donc ça coûte pas, si on compare par rapport aux économies et ce qu'on va faire, c'est vraiment pas un service qui est quand même très cher, le courtage. Et pardon, j'ai perdu la question de base, mais ah oui, entre courtiers, ce qui fait la différence, c'est le professionnalisme et l'expérience.
Il y a quand même, en tout cas sur Vienne, on est l'un des plus vieux cabinets de courtage. Ça va aussi avec notre âge. Oui. En tout cas, le fait d'avoir énormément d'expérience, c'est pas pour dévaluer les autres, mais plus on a d'expérience, plus on a vu de cas, plus on sait répondre à des problématiques, mieux on connaît les banques. Donc ça peut faire la différence. Et après, l'engagement et le service. Alors ça, c'est pas pour ça qu'on nous trouve, mais c'est pour ça qu'on nous recommande. C'est qu'on fait tellement un suivi aux petits oignons pour nos clients. À chaque fois qu'ils ont une question, que ce soit au niveau de leur banque, au niveau du notaire, etc., on récupère vraiment toutes ces questions-là pour les aider dans toutes les étapes, même au-delà de trouver le taux. Et je pense que c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on a énormément de recommandations. La rémunération, en fait, elle est intégrée dans le financement, mais du coup, on ne va pas faire rajouter un surcoût pour nos clients. Donc en fait, on va toujours demander l'apport aux clients qu'ils ont prévu de mettre, s'ils ont prévu de mettre 0, 10 000, 20 000 euros. Et en fait, les frais de courtage vont être intégrés dans la ligne de financement, au même titre que les frais bancaires, les frais de garantie, les frais du notaire. Et du coup, le financement, donc le montant du prêt, va s'adapter sur le coût total du projet. Donc en fait, il n'y a pas de l'argent à sortir. Et dans un dossier sur deux, ou même peut-être plus maintenant, les notaires intègrent nos factures de courtage dans l'appel de fonds. Donc en fait, tu vas vraiment verser ton apport au moment de l'acte final. Et du coup, c'est le notaire qui va faire la répartition. Qu'est-ce qui va pour le vendeur? Qu'est-ce qu'il enregistre pour l'acte, pour les frais de garantie? Et c'est lui qui fait la dispatch sur un dossier sur deux. Et si ce n'est pas le cas, sinon, ça aura été déduit de l'apport pour qu'on puisse être payé directement par le virement des acquéreurs après. Tout à l'heure, on a parlé du PTZ. Tu disais qu'il y avait des choses qui bougeaient. Est-ce que tu peux m'expliquer, parce que j'ai cru voir le 1er avril qu'il y avait encore un changement de nouvelles règles, quoi. Ouais, exactement. Donc déjà, le PTZ, c'est le prêt à taux zéro. C'est un prêt qui est destiné à aider les primo-accédants. Donc quand on dit primo-accédant, on parle du premier achat immobilier. D'ailleurs, on peut redevenir premier achat immobilier si ça fait plus de 2 ans qu'on a vendu sa résidence principale. Donc on peut être un premier achat plusieurs fois dans sa vie. Et ce prêt à taux zéro, donc, c'est un morceau de financement, un capital qui va être prêté donc, sans intérêt. C'est une aide de l'État. Le montant va dépendre en fait du revenu fiscal de référence, de la composition du ménage, du type de projet et de la zone géographique sur laquelle tu vas acheter. Donc en fait, il y a plusieurs critères que nous, on va calculer qui vont permettre de savoir l'enveloppe à laquelle tu vas pouvoir présenter sur ce type de financement-là. Et à partir du 1er avril, en fait, il y a 2 grandes nouveautés. C'est que au niveau des zones géographiques, ça a vraiment été augmenté pour que tous les projets neufs puissent être financés partout en France avec un prêt à taux zéro. Et le grand retour qu'on attendait, c'est le prêt à taux zéro pour la maison individuelle, donc en construction du neuf, qui avait disparu depuis l'année dernière. Donc en fait, tous les projets de construction, tu ne pouvais plus de maison individuelle, tu ne pouvais plus avoir de prêt à taux zéro. Et là, c'est de retour, et du coup, ça va faire du bien parce que le marché de la construction c'est vraiment bien écroulé ces dernières années. Et donc on va avoir de nouveau des jeunes gens qui vont pouvoir construire leur maison, mais ça, c'est vraiment chouette. C'est des projets qu'on aime beaucoup financer au cabinet. Est-ce que c'est possible d'acheter sans apport? Oui, c'est possible. Mais on va quand même regarder à ce que le dossier soit correct. Et ça va être surtout possible pour le primo-accédant. Mais par contre, ça limite vraiment le nombre d'offres bancaires. Donc, ce n'est pas toutes les banques qui vont pouvoir se positionner sur sans apport. Donc, il faut vraiment, pour ces projets-là, venir nous consulter bien en amont de signer un compromis ou de valider un projet, un bien. Parce qu'il y a quand même des critères à respecter. Et on va veiller à ce que quand même le dossier soit solide, qu'il n'y ait pas trop de saut de charge. Alors, ce qu'on appelle le saut de charge, c'est vraiment si tu payais un loyer avant, tu vas payer une mensualité demain. Si c'est pas très loin, ça sera plus facile à financer que si tu vas doubler ton budget. Parce que si tu n'as pas d'apport, ça veut peut-être dire que tu n'as pas beaucoup d'épargne. Donc on va se poser la question, pourquoi tu n'as pas beaucoup d'épargne? Est-ce que c'est parce que tu es un jeune actif? Donc là, c'est peut-être un peu plus normal, tu viens de commencer à bosser. On ne s'attend pas à ce que tu aies mis forcément beaucoup d'argent de côté. Si tu as 40 ans, que tu bosses depuis 20 ans, on va se poser plus de questions. Il va falloir qu'on justifie un petit peu ce qui t'a amené à 40 ans à ne pas avoir eu d'argent d'épargne, ou s'il y a une situation personnelle particulière, mais il va falloir qu'on ait ces informations-là pour pouvoir vraiment défendre le dossier à la banque. Donc vraiment, on va regarder au cas par cas. Mais oui, en 2025, on peut acheter une résidence principale sans apport, c'est possible. C'est quoi le prêt relais? Alors le prêt relais, c'est quand tu es déjà propriétaire d'un bien immobilier et que tu as envie de changer de maison. Et comment faire quand tu as déjà un crédit pour en souscrire à un autre et que tu vas pas encore que tu vas vendre mais que tu n'as pas encore l'argent de ta vente. C'est à ce moment-là on va faire un prêt relais. Donc en fait le prêt relais c'est une avance sur le montant, le capital de la vente de ta maison. Donc en général, on va prendre des chiffres ronds, ta maison vaut 100 000 euros, tout ton appartement vaut 100 000 euros, on va pouvoir prêter 70%, donc 70 000 euros d'avance sur la future vente, pour pouvoir faire du coup un nouveau projet. Pour moi, un prêt relais, ça me fait peur, je me dis, je paye un deuxième prêt en même temps?
Alors, en réalité, on peut faire des montages où on va, s'il reste un encours de crédit, on va pouvoir l'intégrer dans le montage financier. Donc, en fait, on va solder le crédit qui est actuellement. Le prêt relais, il se rembourse au moment où tu vas vendre vraiment ton bien. Donc, il y a des frais un peu dans la période intermédiaire, etc. Et ça, on les calcule pour bien préparer ça. Et du coup, tu as 2 ans pour vendre le bien. Donc, ça laisse quand même le temps de pouvoir trouver un bien, emménager et prendre le temps de faire correctement ta vente. Ouais, non, mais quand il y a une crise sanitaire, par exemple, là, à ce moment-là, je suis en prêt relais. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça veut dire que je vais avoir une super grosse dette, quoi? Alors, en réalité, ce qui est vraiment important, et tu as raison de le souligner, c'est que le prêt relais, c'est pas sans risque, mais si on le prépare bien, c'est pas très risqué. En fait, il y a des règles à suivre. Déjà, il faut ne pas surévaluer son bien immobilier pour gonfler son prêt relais. Si tu pars avec le prix du marché, que tu passes par un professionnel de l'immobilier pour mettre en vente et que tu prépares bien ta vente, il n'y a globalement pas de raison que ça se passe pas bien et que tu ne vendes pas dans des bonnes conditions. Et après, une fois qu'on a bien sécurisé aussi le dossier au niveau de l'endettement, etc., qu'on n'est pas parti sur des mensualités trop hautes, que ça a été préparé par un professionnel, on donne toutes les chances en fait que ça fonctionne bien. Mais effectivement, le cœur du métier, ça va être surtout de bien valider le prix du logement qui va être l'objet du prêt relais. Moi, depuis quand j'ai commencé à prendre mon prêt, on me parlait d'un taux à 33% hors assurance à l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore? Maintenant, j'entends parler de 35% avec assurance. Ton taux d'endettement, je parle. Ouais. Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas emprunter avec 40% de taux d'endettement? Donc ça, c'est les critères HCSF du Haut Conseil de stabilité financière. Donc ça, c'est un organisme d'État qui à un moment trouvait qu'il y avait trop d'endettement au niveau des ménages français. Donc ils ont voulu réglementer la façon dont les banques distribuaient les crédits. Donc elles ont établi des règles et c'est là où il y avait est sorti ce fameux 35% d'endettement. Donc tu as raison, c'est 35% d'endettement assurance incluse. Donc on prend la totalité des revenus du dossier, la totalité des charges de crédit, également les charges de pension alimentaire, etc. Il faut que le ratio charge divisé par revenu ne dépasse pas 35%. Alors ça, c'est une règle qu'on doit appliquer dans la majorité des cas, mais les banques ont des autorisations sur un certain pourcentage de leur production de crédit de pouvoir déroger à ces règles pour aller au-delà. Et la norme, effectivement, la deuxième norme, ça serait de ne pas dépasser 40%. Mais du coup, ça va être réservé aux revenus les plus élevés, parce que du coup, il y a la deuxième notion, le reste à vivre. 35% sur un SMIC ou 35% sur un revenu de 5 000 euros par mois, c'est pas la même chose. Donc là, effectivement, il y a des moments où on peut justifier de pouvoir aller un peu au-delà de cet endettement. Quand j'ai pris le crédit, on m'a demandé mes relevés bancaires. Ouais, si tu fumes, ça va se voir sur ton relevé bancaire. Donc, est-ce que tu peux me répondre à cette question? En fait, il y a 2 sujets importants dans ta question. Il y a déjà le sujet de fumeur-non-fumeur. Donc ça, c'est relatif à l'assurance emprunteur parce qu'on va avoir un questionnaire d'état de santé. Chez certains assureurs, on va faire un distinguo de tarifs et ça sera un petit peu moins cher pour les non-fumeurs parce que statistiquement, ils ont moins de chances de tomber malades. Au moment de l'adhésion à l'assurance, tu vas remplir un questionnaire de santé et tu peux avoir cette question-là chez les assureurs externes. Normalement, on ne trouve pas ça dans les assurances de banque parce qu'on a du tarif mutualisé. Donc fumeur-non-fumeur, tu vas avoir une tarification qui est la même, donc on ne va pas te poser la question. Et l'assurance, le tarif d'assurance se fait au moment de l'adhésion, c'est du déclaratif. Mais effectivement, le jour où tu as un sinistre, l'assureur, s'il se rend compte que tu as menti sur ton état de santé ou sur ce que tu as déclaré, il est possible que tu ne sois pas remboursé. Mais je ne sais pas s'il viendrait regarder dans les relevés bancaires. Par contre, sur les relevés bancaires, on va effectivement donner 3 relevés de compte bancaire précédents au montage du dossier. Et en fait, on va surtout regarder ta gestion bancaire. Donc, c'est hyper important pour la banque. Elle va voir dans tes relevés bancaires si elle considère que tu es en capacité ou pas de payer la nouvelle charge de crédit. Et là, il y a plein de petits comportements où il vaut mieux éviter les découverts, les frais, les incidents bancaires et aussi par rapport à ce que tu disais, acheter des cigarettes, on va plutôt regarder si tu es passé trop souvent au bureau de tabac, mais pour jouer au loto, pour faire du PMU, pour faire du Winamax, parce que ces éléments-là, c'est statistiquement des comportements qui peuvent être à risque et avoir un impact sur ta façon de gérer ton patrimoine financier. Donc si j'ai un conseil à donner aux gens qui veulent acheter, c'est mettre un petit peu en pause tous les jeux de paris et d'argent parce que c'est pas très bien vu de la part des banques. Donc il faut pas jouer. Donc pas de Winamax, désolé. Il faudra reprendre ça une fois que vous serez chez vous, dans votre maison. C'est quoi tes conseils à ne pas faire avant de prendre un crédit immobilier? Et effectivement, il y a des petits points de blocage qu'il faut mieux éviter. Alors,
Mais c'est vraiment quand vous avez signé votre compromis, juste avant de déposer son dossier, on ne souscrit pas à un nouveau crédit conso pour s'acheter une voiture. Parce que là, on explose le taux d'endettement par rapport à ce qui a été prévu, on évite. C'est du vécu. J'ai déjà vu sur un dossier. Deuxième point, on évite de choisir de divorcer juste avant, parce que les procédures de divorce, ça peut vraiment compliquer l'obtention d'un prêt. Donc on ne divorce pas. Et troisième point, on ne démissionne pas juste avant un prêt immobilier, parce qu'effectivement, là, ça va impacter considérablement les revenus et l'endettement. Donc, on évite. Est-ce que tu as des choses à éviter avant de prendre un prêt immobilier? J'aurais peut-être 3 conseils à donner. C'est des choses qui paraissent peut-être absurdes, mais c'est hyper important. D'abord, on évite de démissionner juste avant de faire son prêt immobilier. Parce que les revenus, c'est la base du dossier immobilier pour calculer l'endettement. Et si on change de boulot, il faut attendre le temps que la période d'essai soit terminée pour pouvoir reprendre en compte les nouveaux revenus. Et si on est en indépendant, c'est 3 ans de bilan. Donc, il vaut mieux pas faire ça juste avant le prêt immobilier. On évite de souscrire un prêt conso pour une nouvelle voiture juste avant le prêt immobilier, parce que là, pareil, ça va avoir un impact sur le taux d'endettement, et si on ne l'a pas anticipé et préparé, ça peut bloquer le projet. Et troisième point, on évite de divorcer juste avant. Les procédures de divorce, ça va changer un petit peu les règles, et il faut souvent, dans la plupart des cas, attendre que le divorce soit prononcé pour pouvoir faire un nouvel emprunt.